Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Prendre un collaborateur en grippe, ça vous est déjà arrivé? Au point de ne plus pouvoir bosser avec lui de manière professionnelle? Au mieux, vous ne le sollicitez plus. Au pire, à peine a-t-il ouvert la bouche que déjà vous avez envie de le contredire ou de le mettre en difficulté. Alors, comment sortir de cette situation embarrassante et compliquée à vivre au quotidien pour vous et pour lui? Service après-vente du manager, bonjour. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un gros problème avec l'un de mes collaborateurs. En fait, pour différentes raisons professionnelles, je l'ai pris en grippe et je n'arrive plus à bien travailler avec lui. Autant dire qu'au quotidien, c'est compliqué. Comment puis-je prendre du recul face à cette situation selon vous? Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, Sophie Muffan, coach de dirigeant. Je vais tenter de répondre au mieux à cette question. Tout d'abord, je tiens à vous faire déculpabiliser. Vous n'êtes pas le seul. Vous êtes tous concernés à un moment ou à un autre et c'est dû au fait notamment qu'on choisit rarement ses collaborateurs. Ensuite, je trouve que votre démarche est positive puisque vous avez pris conscience de la situation et que vous voulez agir pour en sortir, notamment par une prise de recul. Et puis enfin, je voudrais voir un peu pourquoi ça arrive, ce genre de situation. C'est lié au fait parce que, en général, les personnes sont trop ou très éloignées de vous dans leur mode de fonctionnement, si bien que ça génère de l'incompréhension et des tensions. Et ces tensions augmentent parce que vous avez notamment le sentiment que la personne en question le fait exprès dans le simple but de vous énerver. Ça fait des irritations et des fixations. Oui, c'est exactement ça. Donc, concrètement, je sens bien que lorsque j'ai affaire à lui, les émotions prennent le dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de relation rationnelle. Comment je peux laisser mes émotions de côté et recentrer nos échanges sur des faits, rien que des faits, en fait? Alors, sachez que les émotions sont utiles. D'abord parce qu'elles donnent l'alerte et qu'elles mobilisent le corps par rapport à un danger. Et en général, on a 3 réponses face à ça: l'attaque, la fuite, et puis le fait de rester posté. Et en reconnaissant ces émotions, vous diminuez votre charge émotionnelle. Alors après ça, il ne faut pas en rester là, il faut chercher effectivement à prendre du recul, c'est-à-dire à analyser la situation de façon différente. On va donner par exemple comme situation que vous venez de faire un reproche à Thibaut, votre collaborateur, sur son travail. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle était votre intention. Vous pouvez en effet avoir comme intention de le faire approfondir son travail. Et puis ensuite, demandez-vous comment vous avez exprimé cette intention. Si vous avez dit par exemple que le travail était bâclé, c'est trop vague. Et Thibaut ne comprend pas vos attentes, il est frustré. Quant à vous, vous êtes conforté dans le fait que vous avez à prendre Thibaut en grippe. Alors comment faire? Soyez à la fois précis et factuel. Vous dites quand ça s'est passé, ce qui va et surtout quels sont les axes concrets d'amélioration. D'accord. Donc positiver plutôt que d'attaquer de front. Est-ce que je dois justement aborder ce sujet-là frontalement, du moins en direct avec lui, ou au contraire gérer ça de mon côté pour que les choses rentrent dans l'ordre? Tu en parles ou pas? Oui, moi je trouve que dans frontalement c'est un peu violent parce qu'il y a la même racine que confrontation et du coup on est plus dans une dynamique de bras de fer et on ne va pas forcément vers la bonne solution. Je trouve qu'il est plus intéressant de passer à des explications constructives et pour cela il y a d'excellents outils qui sont de la CNV, la communication non violente. C'est Marshall Rosenberg qui en est l'apôtre. Votre objectif, ça va être de clarifier la situation, de régler cette situation, le problème, mais pas de juger. Alors pour ça, il y a 4 étapes. La première, c'est l'observation. Par exemple, jeudi dernier, quand tu m'as remis le PowerPoint, les chiffres n'étaient pas cohérents, j'ai pas trouvé les idées clés. Ensuite, vous faites part justement de vos émotions, de vos sentiments. J'ai ressenti de la colère parce que j'ai dû passer 1 heure à corriger. Et puis vous exprimez votre besoin. Moi, j'ai besoin de travailler sur une dimension plus globale du projet et d'être sécurisé. Et vous finissez enfin par votre demande.
J'aimerais que tu relises le document avant de me l'envoyer, que tu aies une vigilance par rapport à la cohérence des chiffres, aux points clés. Sur qui est-ce que je peux aussi m'appuyer en interne pour résoudre ce type de situation compliquée, franchement, à vivre au quotidien? Alors c'est vrai que si la situation est déjà bien installée, c'est compliqué d'appliquer la méthode de Marshall Rosenberg. Et puis il y a un certain nombre de risques associés qui sont importants. Ça peut être le fait que vous soyez en permanence insatisfait, ça peut déboucher sur une forme de harcèlement, lui demander plus. Et puis ça peut peut-être nuire à sa carrière à un moment ou à un autre. D'autre part, ça peut aussi finalement aboutir au fait que vous le sollicitez moins et que vous le placardisez. À l'heure des risques psychosociaux, le burn-out ou le bore-out sont pas forcément très loin. Donc, vous avez effectivement des appuis en interne. Soit vous pouvez mettre dans la boucle des RH en étant factuel, et ça fait partie aussi de votre courage managérial. Je perçois un talent et du potentiel chez Thibaut, il a telle et telle qualité, et je ne voudrais pas freiner son évolution parce qu'on a des difficultés à travailler ensemble. Ça, c'est une première option. Et puis la deuxième option, c'est de mettre un N+1 dans la boucle. Tout simplement pour pondérer et pour actionner deux leviers. La première, c'est redélimiter clairement le périmètre des acteurs en question. Et puis, la deuxième, c'est faire exprimer à la fois les besoins et les contraintes de chacun. Et en général, ça aplanit énormément les choses. Bon, écoutez, j'ai essayé de mettre tout ça en œuvre, mais j'ai quand même une dernière question. Comment faire pour que cette situation ne se reproduise pas avec un autre collaborateur ou une collaboratrice d'ailleurs, parce que là on a parlé de Thibaut, mais ça pourrait très bien être aussi une collaboratrice. Bien sûr, c'est pas genré. Ce qui est important, moi, ce que je vois à travers les coachings que je peux faire, c'est la clarté. La clarté. En général, il y a énormément de choses qui sont dans l'implicite et passer de l'implicite à l'explicite dans la clarté des attentes et du cadre, c'est fondamental. Et puis, je l'avais évoqué juste un petit peu avant, demander à chacun les besoins et les contraintes de l'autre, tout ça, ça permet de co-construire un mode de collaboration. Et puis, sachez aussi qu'on manage différemment en fonction des collaborateurs à qui on a affaire, notamment en fonction des personnalités, de la maturité dans le job et du niveau d'expertise. Quand un collaborateur est jeune et inexpérimenté, c'est vrai qu'on va avoir davantage un management de proximité et être plus directif. Face à un collaborateur mature, c'est important de lui laisser davantage d'autonomie, d'être plus dans la délégation et la prise d'initiative. Et puis, troisième aspect, pour que ça ne se reproduise pas, continuez à travailler sur votre prise de recul, elle est absolument clé. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast de Cadre Emploi.